Faites entrer le film, épisode 46. Bonjour Olivier. Salut Doudou. Bonjour Vivien. Salut Kev. Comment ça va les garçons ? Eh ben, je pense que je vais mieux que Vivien. Je pense que je vais moins bien que vous. Non, plus sérieusement, ça va très bien. Ça va très bien. Donc tu es malade Vivien, c'est ça ? Oh bah on va dire que si ce n'est pas la grippe, c'est un très gros état grippal depuis maintenant 2-3 jours. C'est pas très agréable de pas pouvoir dormir, d'avoir le nez en feu parce qu'on se mouche, d'être constamment en train de suer, d'avoir constamment envie de vomir, de manger sans pouvoir vomir, de pas pouvoir boire. C'est compliqué. Vois un peu de bonheur dans ton malheur. Au lieu d'avoir le nez en feu, t'as pas le cul en feu avec des hémorroïdes. Donc dis-toi, c'est déjà ça de gagner. Alors que moi, C'est- par exemple, non, ça va. Non. Oui, c'est vrai, j'ai pas d'hémorroïdes. Ce serait la cerise sur le gâtal. Donc tu es dans l'ambiance terne et déprimée pour ce film. Ah bah là, je suis parfait là. Ah oui, là, ouais, c'est encore un film du fun. Hein. Bravo, merci Kevin. Mais avec plaisir. Dans mes derniers films, j'avais choisi 8 mm. C'est Et vrai. là, je repars sur un film pareil, où on s'amuse, où joie. Et c'est là où on va voir votre potentiel comique pendant cet épisode pour réussir à détendre l'atmosphère par moment. Compte sur moi, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un arsenal de vannes. Eh Ça me fait bah, peur. Pas moi là. Ça me fait assez peur. C'est toi le patron, c'est toi qui hein. De toute façon, tu verras au montage après. Oui, c'est moi qui décide. Oui, on sait tous. Hein. On sait tous que c'est pas le présentateur, le patron, c'est le monteur. C'est tout à fait vrai. Ouais, Alors ouais. fais gaffe à te tais, hein, parce que bon. Ah, rien du tout, moi, rien à foutre. Tout ce que je dis, je le dis. Et tout ce que je dis pas, je le dis pas. Bon, Waouh. maintenant qu'on a réussi à une intro plutôt sympa, enfin pas claquée comme on a l'habitude de le faire, et d'habitude on se plaint parce que chez Kevin il n'y a pas d'intro, là il y a une intro, voilà. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Olive ? Alors, aujourd'hui nous allons suivre les aventures d'un père énervé, d'un flic tatoué à la recherche de deux fillettes portées disparues depuis leur rencontre avec un camping-car, le tout saupoudré de torture humaine et personnes traumatisées. Bienvenue dans Prisoners. Merci. Donc Prisoners, un film de Denis Villeneuve sorti en 2013 de 153 minutes, typé genre thriller. Avec une ribambelle d'acteurs qui ça va quand même. Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard et Paul Dano. Comme dans la vallée de Dano. Ah ouais putain, quand t'avais dit un arsenal. Un arsenal de vannes, mon pote. Je la valide parce que je l'aurais faite si je n'étais pas présentateur. Donc j'aime bien. Moi j'aurais chanté si je n'étais pas décédé. Oui, bah heureusement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que tu décèdes. Donc c'est un film qui a coûté 46 millions de dollars et qui en a rapporté 122 millions. Donc c'est un petit succès. Oui, ça a l'air, ça semble bien, avec la note de 8 sur 10 sur IMDb, ce qui en fait normalement un pinacle à voir absolument. Petit succès mais petit budget surtout. Hein, parce que on a quand même des gros noms à l'affiche. Et il a été nommé pour l'Oscar du cinéma 2024 meilleure photographie. 2024 ? C'est-à-dire pour l'Oscar de l'année prochaine. 2014, Ah, ouais, pardon, 2014. excusez-moi. Oui, Denis mais moi je me Villeneuve en remets même toujours temps, pas hein. je me remets toujours pas de la baffe de Will Smith sur Chris Rock, donc c'est pour ça. C'était assez spectaculaire en effet. Ouais, mais on va pas parler de ça. Mais Vivien, parle-nous Oui. de cette première scène, s'il te plaît. Eh bien, le film s'ouvre sur le titre du film sur fond noir, Prisoners. Puis, on va avoir un joli travelling arrière sur une forêt légèrement enneigée. Et un canon, 2 hommes, une biche. Pan la biche. On comprend que Non, c'est... c'est pas Bambi la biche ? Non, ce n'est pas Bambi, c'est la mère de Bambi. Ah. Non, Pampan, c'est le lapin. Oui, c'est vrai en plus. Et je crois que Bambi n'est pas une biche, mais un pan, non ? Un fan ? Enfin, un pan, Parce que non, c'est- c'est sûr. Un paon ? Non, ça a des ailes, ça. Enfin, ça a pas d'ailes. Maître mais de ça a des l'orthographe. Un paon, tout à fait, oui. Un paon. Non, enfin, je sais plus. Paon. Paon. Un arsenal de vannes, mon pote. Donc, on nous introduit rapidement ces deux personnages, père et fils. Keller et Keller. Quel est leur prénom ? J'ai oublié. 18h42. Keller Dover
Et Oh là 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 là, putain. Moi, je vais pas tenir, Olivier. de vanne. Ah non, mais là c'est pas possible. Je vais pas tenir. T'en fais trop à la minute et des moisos. Mon prof de théâtre d'impro me disait toujours une vanne toutes les 15 secondes. Et je m'y emploie. Ah ouais, mais là nous sommes dans une émission sérieuse. C'est pour ça qu'elle est autant plébiscitée. Donc à un moment donné, ne partons pas de ce chemin que Et nous les avons gars, si nous-mêmes le podcast dure trop longtemps, je risque de faire qu'un et de fusionner avec ma chaise tellement je sue. Donc, si je pouvais finir ma première scène, s'il vous plaît. Ouais, s'il te plaît, parle-nous de la première scène, tu traînes là un peu. Ouais, Donc, ouais, grave. on nous introduit les personnages de Hugh Jackman, Keller Dover et Dylan Minnette, Ralph Dover, donc père et fils. Le fils qui vient de tuer sa biche et le père qui va nous faire un léger discours en voiture sur l'importance sur on va dire le danger d'être seul et des catastrophes, tout ça. Ce qu'on va rapidement comprendre, c'est que voilà, le type, il est préparé, et plus tard dans le film, on va le voir en effet, il a pas de bunker, mais c'est tout ce qui lui manquerait pour être préparé à la fin du monde. Sinon, pas grand chose à dire, quoi. C'est un début de film assez calme, assez tranquille, et voilà, quoi. T'as oublié, je pense, un truc. T'as oublié un Ouais. truc important, enfin à mon sens important, c'est-à-dire au moment, juste avant, enfin voilà, le fils est en train de chasser, de tuer sa première biche, hein, c'est ce qu'on comprend. Tu entends Hugh Jackman qui déclame Je vous salue Marie, je Biche, crois. ma biche. Putain, non, c'est pas ça qu'il dit. Oui, c'est vrai. Ça va pas la tête. Mais t'es pas bien, hein. On a dit émission sérieuse, nanana. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. nanana. C'est vrai que j'ai dit ça il y a 10 secondes. Donc on entend Keller, 18h44, Exactement. en train de dire Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. Donc on comprend par l'intermédiaire aussi de cette scène, pendant qu'ils sont en train de se préparer à tuer la première biche du fils de Keller, 18h45, ils font partie c'est une famille pieuse, ancrée dans la religion. C'est les Belmont, ils vont détruire des vampires. Non, c'est les Keller. Rien à Ah, voir. pardon, Non, les Dover. 18h44. Bah non, là, ça fonctionne pas. Ouais, mais j'ai pas été assez rapide. Bon, vous avez quelque chose à rajouter sur cette première scène avant qu'on se plonge dans le film? C'est très beau. La scène Oui. est belle. Exactement, parce que moi je voulais qu'on parle d'un l'art point important pictural. de ce film, de l'iconographie picturale. Je vous emmerde, au fait. Si vous n'avez pas compris cette référence, je vous invite à retourner voir le Faites entrer le film épisode 45 sur le film 300 où il y a une très belle explication de l'iconographie picturale grecque Ouais. essentiellement dans ce film et religieuse aussi. Exactement, et au pire il sera en fiche, en haut à droite. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Et donc on va suivre les Keller Non, c'est et bon, une autre... pas la faire tout le temps. Hein. Et c'est les Dover. Keller, c'est le prénom du papa. Ah oui, c'est vrai, Keller c'est son prénom, c'est pas beau. 18h45. Donc les Dover et l'autre famille, une autre famille. Les Birch. Les Birch, merci Vivien. On va suivre donc le Thanksgiving de ces deux familles qui sont voisines, des familles voisines, oui. Et tout se passe bien, là il y a une bonne ambiance et tout. Et leurs filles, parce qu'ils ont chacun 2 enfants, des adolescents et des plus jeunes qui doivent avoir 9-10 ans, même un petit peu moins, je sais pas. Un petit peu moins, hein, je pense. Ouais. Et donc ces gamines vont à un moment donné sortir de la maison. Tout ça sera montré. Ils vont sortir avec leurs grands frères et sœurs pour s'amuser un petit tout. Et on va rencontrer un personnage important de ce film qui est un camping-car. Labrador. mais qui est un camping-car. Un camping-car Qui est un miteux camping-car. et bien délabré. C'est le même camping-car que utilisent nos deux compères préférés et fabriqueurs de drogue dans Breaking Bad. Toi, t'es encore sur cette série, toi? Oh là là. Et c'est pas le même camping-car que une de nos familles que pas préférée en vrai dans La Colline à des yeux. Ah, c'est pas du tout le même Parce que c'est une camping-car. caravane. Parce que c'est une caravane, déjà, de fait, dans la colline des yeux. Nous parlons d'une caravane du futur, toute chromée. Alors que là, pas du tout, c'est un camping-car, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà, bon. Dégueulasse. Et voilà. Donc, petit passage, tout va bien. À un moment donné, les petites vont ressortir. Et là, pouf, psh, psh, disparition, magie. Est-ce que tu peux refaire la disparition, s'il te plaît? Poum, tch, psh, disparition, magie. Waouh. Ouais, bruiteur. Vite fait.
Et c'est là où commence le film. Enfin, vraiment le film, les enjeux du film, qui sont retrouver ses enfants avant qu'elles ne soient mortes. C'était un résumé de Prisoner par Kev. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ouais, on se ça retrouve la fait semaine toujours prochaine plaisir. pour notre nouveau concept, le résumé d'un film en 11 minutes et quelques. Ça pourrait être un super titre d'émission, ça. On fait un truc en 2 minutes et quelques. On n'a pas déjà un truc comme ça? Ouais, ça s'appelle En gros, mais en gros et quelques, ça c'est pas fou. On peut pas dépasser la minute, parce que sinon après ça ne rentre pas au format short. Exactement. Après, c'est au format Bermuda. Et bon, focus. Donc là, bim, 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 disparition. Waouh, je suis fan. Ils appellent la police. Allô. Petit coup de pression. Hein? Bah je dis allô parce que je t'appelle la police. Ah d'accord. À l'huile. Et là, on a l'intégration d'un nouveau personnage. Professeur. Putain la vache. Inspecteur Loki. L-O-K-I. Loki. Il drague une serveuse. Wow. Et. Oui, c'est ça. Oui. Et il va être appelé. Vous avez raison. Vas-y, iconographique maintenant. C'est-à-dire Bah, tu l'épelles ou pas? Ah, iconographie. Oh non, c'est trop compliqué à expliquer. Attends, je vais chercher. Ah, non. Excusez-moi, j'ai une petite question. Oui. Oui, Est-ce vas-y. qu'on enregistre toujours autant bordélique ou c'est mon état qui fait que c'est... C'est toujours globalement un peu comme ça. D'accord. Bah, vu de loin, enfin, là j'ai l'impression de voir ça d'un œil extérieur, c'est très chaotique. Non. C'est pas vrai. D'habitude, ce moment chaotique, il arrive vers la 40e, 45e minute. Quand on en a plein le cul. Et là on n'a pas commencé en fait. Non, mais c'est parce qu'on va rentrer après dans les profondeurs. Donc, détective Loki, il est introduit dans un resto chinois où il drague Ouais. la serveuse comme tu as dit. Et il va donc rapidement Je appeler... sais pas, c'est lui qui présente en vrai, peut-être. Ah oui, non, vas-y, non, bah, laisse-le, ça va, Kevin. Vas-y, continue. Ouais, y a pas de Et problème. il c'est va bien, donc tu dragues, recevoir tu vois, Ouais. un appel de la police, étant donné qu'il est détective, comme quoi ils sont à la recherche d'un camping-car. Il va donc retrouver assez rapidement ce camping-car dans laquelle, attention, Paul Dano. C'est la marque d'une pizza. On se lève tous pour Paul Dano. Dano. Non mais c'est marrant, en fait c'est parce que on a détective Loki, tu vois, donc Loki comme Loki dans comment ça s'appelle, dans Thor là et Loki, et en même temps c'est Mysterio dans Spider-Man. Et en même temps, on a Paul Dano qui est le Riddler dans Batman. Donc je trouve que... Et puis c'est vrai que Hugh Jackman n'a pas du tout joué Wolverine. Et voilà, on a Wolverine aussi, voilà. Donc je trouve assez marrant en termes de... Et on a la préquelle de War Machine aussi. Oui, il y a plein de super-héros dans ce film. Moi j'ai une question. Est-ce que Kevin, tu pourrais nous dire, s'il te plaît, dans quel état des États-Unis se passe le film? Je pense que c'est important, vu la météo et l'ambiance générale du film. C'est important. Attends, on de savoir peut dans quel deviner, état on ça peut se passe. essayer de deviner. On peut le faire si vous voulez. Moi je le sais, mais c'est pas moi, dit je dans le sais film. pas. Mais j'ai Moi, envie je de sais pas. l'entendre. Je dirais que ça se passe... Bah, laissez-moi faire pardon. genre il y a des questions. Oui, vas-y. Il y a Oui, des- bah vas-y. Alors, c'est un état où il fait gris, où il pleut tout le temps, où il fait gris, et il fait nuit, il pleut, et il neige à la fin. Ok, alors attends, je vais juste prendre tous les états des États-Unis. Tous les États des États-Unis. Bah, genre une map avec tous les états. Regarde les États qui sont dans le nord, normalement. Et je dirais que c'est... Le Texas. Alors, j'ai... bah non, pas le Texas. Ça pourrait être l'état de Washington, mais je trouve ça un Pas peu du trop tout. plat. Donc, je dirais... Ça ressemble là où il y a Dracula. Ah, la Pennsylvanie, pardon. Mais c'est pas là que ça se passe. Là, Ça se passe où? En Illinois. Omaha. Rock, Non, Omaha. Div. Massachusetts. Oui, tu peux le redire? Massachusetts. Voilà, je voulais juste entendre le dire en fait. Merci beaucoup. Enfin, c'est à côté de Boston, quoi, on s'en fout. Boston, ouais, c'est ça. Et là, on va suivre... Ce film va être découpé en on va suivre deux histoires parallèles, enfin deux histoires pour la même résolution. On va suivre donc les aventures de Keller Dover et de 8h50. Loki. Parce que Loki, il n'a pas de prénom, je crois. Inspecteur Loki. Non, je crois que c'est Ouais. juste. Donc inspecteur, c'est son prénom et Loki, c'est son nom de famille. Oui, comme beaucoup d'inspecteurs, tout à fait. C'est ça. Et
Que va faire Monsieur Jackman, les enfants? Monsieur Hugh Jackman, donc le père de famille, Keller Dover. Ah putain, on a parti. Non, et Paul Dano il se fait arrêter et puis. Paul Dano joue le personnage de Paul Dano qui est Alex Jones, est un homme, un adulte qui a le QI d'un enfant et qui semble être un peu traumatisé, tout ça. Donc le problème, c'est que il aurait très bien pu faire le crime. C'est un malade mental, pas au sens d'une insulte, mais c'est un malade mental au sens clinique du terme. Donc il aurait pu faire le crime, on peut rien en tirer de lui. Il est techniquement là, à ce moment-là du film, innocent, parce que dans tous les cas, vous savez très bien, on peut pas garder quelqu'un sans preuve en garde à vue. Petite précision, c'est celui qui est arrêté qui est dans le camping-car. Voilà, pour revenir au camping-car avant qu'on joue au machin truc là. Les deux seules preuves qu'ils ont contre lui, c'est pas des preuves, c'est que le camping-car était autour de la maison où les enfants se trouvaient, et que quand il s'est fait interpeller par la police, il a essayé de fuir. Il a pris le camping-car. Bon, pour fuir, en général, on prend la route. Lui, il a pris un arbre. Ouais, mais ça reste un teubé, donc... voilà. Et donc, il n'y a rien contre lui. Donc, le type, il est innocent, il est relâché. Voilà. Et maintenant, on peut passer sur Moi, j'ai une question sur ce personnage. Donc, on est bien d'accord Oui. qu'il est décrit comme quelqu'un qui a un QI d'un gamin de 10 piges. C'est ça. Ça, c'est dit dans le film. Ils peuvent pas le garder en cellule au bout de 48 heures en garde à vue parce que, comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas de preuve. Il va sortir. Sa tante va venir le chercher. Monsieur Jackman... Sa tante Quechua. Monsieur Jackman va l'attraper, va le secouer un peu parce que pour lui, il est coupable. Et le petit, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire qu'elles ont pleuré seulement quand il est parti. Ouais, mais c'est là où tout ce personnage, il est un peu chum quand même. Il est chum, mais il sème le doute au spectateur. Parce qu'à ce moment-là du film, tu te dis, bon, alors c'est peut-être pas lui qui a fait ça tout seul, tu vois. Quand Mais tu il était réfléchis, il a un complice, au moins. Mais il a un complice ou quelque chose, parce que voilà, mais il est au courant de quelque chose. Ou sinon, moi en tant que spectateur, je me suis dit, ou c'est Hugh Jackman, pour une raison qu'on nous a pas encore expliquée, qui pète une pile et qui veut entendre, parce que s'il veut entendre ça, et du coup, il s'imagine ça. Mais donc, à ce moment-là, c'est assez flou dans le film. C'est même une partie complète du film, se savoir si Hugh Jackman hallucine pas totalement, tu vois. Ouais, mais ça, je suis d'accord, mais moi, j'ai pas eu du tout cette interprétation. Parce que ce film, il est tellement, comment dire, ancré dans le réel, terre à terre, qu'il n'y aura pas ce côté un peu affabulation, tout ça. C'est vrai, mais à ce moment-là du film, moi, j'en étais pas convaincu encore. Je savais pas. L'univers du film me semblait être ancré dans le réel, comme tu dis, mais on est encore c'est la fin vraiment de la scène d'exposition et le début de l'acte 2. Je savais pas trop encore où est-ce que le film voulait nous emmener. Du coup, mon cerveau a émis cette hypothèse de me dire, tiens, c'est peut-être que Hugh Jackman entend ce qu'il a envie d'entendre et que le gamin, qu'Alex est vraiment innocent. Ou au contraire que, soit il a une double personnalité ou un truc comme ça. Enfin, le champ des possibles était assez large en fait à ce moment-là du film. Je l'ai vu au ciné donc quand il est sorti et je me suis dit tout de suite que le Alex Jones, il savait des trucs mais il n'était pas coupable. Pourquoi je sais pas, mais j'avais le sentiment qu'il n'était pas vraiment coupable et on va expliquer si j'avais raison ou pas. Si Exactement. Je pouvais devenir un bon détective ou pas. Et là, comme je disais, on va avoir deux trames, enfin, on va suivre deux personnages distincts. Donc Hugh Jackman qui va rechercher sa fille et la fille de ses amis. Et le policier Loki qui va avoir la même mission. Et le traitement est complètement différent de ces personnages. Ce qui est logique aussi. Ce qui est logique aussi parce qu'il y en a un, il est beaucoup plus affecté que... Et donc j'aimerais que... je sais pas, qui veut parler de la trame d'Hugh Jackman, c'est d'un bref résumé et son état psychologique. Ouais, je veux bien le faire. Et la deuxième personne fera celui de Loki. Ouais, ça marche. Donc Hugh Jackman, on va apprendre très vite que c'est, comme je disais au début, c'est un croyant modéré de toute façon, mais voilà, ils vivent dans leur religion catholique, tout va bien. Survivaliste aussi un peu, chasseur, etc. C'est l'homme de sa famille. Et après la disparition de ses filles, il a une réaction tout à fait humaine et normale dans ce genre de situation, j'imagine. Il va péter une pile. Il organise des battues avec la police, il aide la police au départ. Évidemment,
évidemment, quand Alex Jones, donc le pilote du camping-car, est relâché, il vrille encore un peu plus parce que pour lui, il est coupable, évidemment. Surtout qu'en le bousculant un peu à la sortie du commissariat, Alex Jones lui balance le elles étaient tristes seulement quand je suis parti, etc. Donc lui, ça le persuade que Jones est coupable ou en sait un peu plus. Et on va suivre sa propre descente aux enfers à Hugh Jackman, puisqu'il va commencer à camper devant la maison de la tante d'Alex Jones, là où vit Alex. Il va voir Alex faire des choses bizarres avec son chien, à la moitié l'étrangler, etc., en promenant son chien. Et après une petite ellipse, il décide de l'emmener dans la maison de son défunt père pour le séquestrer et commencer à le défoncer, globalement, le taper avec violence. Alors, pour revenir sur... Moi, je pense que l'ellipse, c'est vraiment la même soirée. Ah, c'est la même soirée, oui, c'est la même soirée, mais on ne voit pas l'enlèvement. On le retrouve directement, Alex, dans la maison du père décédé de Hugh Jackman, qui est une maison en friche, un petit peu plus isolée dans la ville. Et il va très vite aller chercher le père de Joy, qui est l'autre fille qui a disparu, donc son ami et voisin, pour qu'il l'aide à accomplir cette vilaine besogne qui est de tabasser un handicapé pour qu'il, l'handicapé, révèle ce qu'il a fait et où se trouvent les gamines. Puisqu'il faut bien comprendre que les gamines ont disparu depuis déjà 24 ou 48 heures et que plus les jours passent, moins il y a de chances de les retrouver vivantes. Petite précision, quand on fait du mal à quelqu'un pour récupérer des informations, ça s'appelle de la... Un jeu. Oui, un jeu, oui. Et donc, il va tabasser Alex. Il prend ses précautions. C'est-à-dire qu'il dit lui-même et son voisin viennent avec des affaires de rechange pour pas laisser de traces. Ils vont se changer à chaque fois pour ne pas avoir de sang sur eux, etc. Il se protège les mains pour pas avoir de traces sur les mains parce qu'il va le défoncer au départ à point nu. Ça va pas suffire parce que le gamin va rien dire. On le retrouve le lendemain après qu'il l'ait laissé une fois bien déchiré. On voit sa gueule à Alex le lendemain, toujours dans la maison et attaché au radiateur, menotté au radiateur. Tu comprends qu'il a mangé vraiment sévère. Il a un œdème à un œil, la gueule en sang. Je suis même étonné qu'il puisse encore parler. Déjà qu'il parle pas beaucoup mais je suis étonné qu'il puisse encore parler parce que la mâchoire elle doit être disloquée. Parce que Wolverine qui te met une tarte, c'est non, mais surtout, ça sent la septicémie quand même. Oui, légèrement, bien sûr. Et ça va aller de mal en pire, vraiment. Vu que ça fonctionne pas avec les poings, il va monter une structure. Il est enfermé dans une salle de bain, Alex. Il va monter une structure en bois. Il a bricolé les tuyaux, comme il dit, d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide. Donc le gamin est debout. Enfin, on le verra pas entièrement dans cette caisse où il est, mais je pense qu'il est enfermé debout en fait, comme dans un cercueil qui est mis à la verticale. Et il va lui balancer alternativement de l'eau chaude, de l'eau très chaude du coup, et de l'eau froide, toujours pour continuer la torture et récupérer l'information de où sont nos filles, puisque je suis, moi, Hugh Jackman, convaincu que tu sais et que c'est toi le responsable de leur enlèvement. Il passe de plus en plus de temps dans la maison de son père à torturer le gamin qu'à être chez lui et à accompagner aussi l'acceptation de la disparition de leur fille pour sa femme, par exemple. Sa femme, elle est sous antidépresseur, elle est complètement niquée, quoi. Donc, il est plus du tout chez lui, en vrai. Il est plus du tout chez lui, tout à fait. Et je trouve que c'est très bien fait, qu'on voit bien sa descente aux enfers. Oui, il n'y a pas de surjeu, c'est très bien filmé et ça va pas dans la surenchère. Alors oui, évidemment, il faut quand même péter une pile vénère pour en arriver là, mais étant papa, je sais pas si j'en arriverai là quand même. Mais je pense que tu peux vriller à un moment donné facilement et on comprend que le personnage interprété par Hugh Jackman, c'est pas non plus un tendre. C'est le pilier de sa famille, il est présenté comme tel, mais tu sens qu'il faut pas trop le shampouiner longtemps, tu vois, pour qu'il monte dans les tours. Oui, et puis tu as même ses voisins, son voisin qui va l'aider, son voisin ami qui va l'aider pendant un temps, mais que lui, vraiment, tout ça, c'est trop. Le côté torture et tout, c'est trop pour lui, donc il va arrêter. Et sa femme aura une phrase très forte de sens, c'est on va pas l'aider, on va pas le dénoncer, on le laisse faire ce qu'il fait, pour qu'il retrouve notre fille. Donc c'est, en gros, laisse-le prendre toute la responsabilité sur les épaules. Tant qu'il y a un résultat à la fin, c'est pas grave. C'est exactement ça. Et c'est assez fort comme phrase, en fait. Alors, Inspecteur Loki. Ouais, fais-nous un petit bref résumé de l'inspecteur Loki, s'il te plaît. Alors, Inspecteur Loki, lui, va suivre une nouvelle piste, en fait. Après avoir relâché Alex Jones, c'est pas lui qui va s'occuper de le retrouver une fois qu'il aura disparu. Du moins, pas tout de suite. Mais il va suivre une nouvelle piste. Il va remarquer
lors d'une soirée de chandelle pour commémorer un peu je sais pas comment on dit, parce que c'est pas comme si elles Apporter étaient le mortes soutien ou aux quoi. familles. Ouais, c'est pour ça, soutenir les porter le familles. soutien, aux familles pendant une soirée aux chandelles. Il va remarquer un homme très étrange et qui va s'enfuir. Il va suivre cet homme plusieurs fois, enfin une première fois, et il va jamais réussir à le rattraper. Mais voilà sa nouvelle piste. Et donc cette nouvelle piste va le mener à différents trucs. Mais d'abord, il va aussi essayer de se dire, bah tiens, c'est bizarre, Alex Jones a disparu, Keller Dover, c'est pas forcément un bon type en ce moment, il a l'air plutôt agressif, je vais suivre Keller pour savoir s'il peut pas me mener à quelque chose. En gros, Détective Loki, il va suivre beaucoup trop de choses en même temps, et il va vraiment prendre à cœur cette enquête. Il va tellement prendre à cœur cette enquête qu'il va aller chez des enfin pas des suspects, non, chez des agresseurs sexuels et pédophiles en liberté pour vérifier des trucs. Il va notamment découvrir le cadavre avec un collier labyrinthe dans la cave d'un prêtre. On apprendra, enfin on sait pas si c'est vrai ou pas, mais comme quoi ce cadavre, il a peut-être assassiné à peu près 16 enfants, ou du moins enlevé 16 enfants. Et que c'est pour ça que le prêtre s'est occupé de lui dans sa cave. Voilà, c'est ça. Bref, le Loki, il va avoir beaucoup de trucs sur le dos, beaucoup de pistes, beaucoup de non-pistes aussi. Il va commencer à suivre Keller. Keller va l'engueuler parce que voilà, tu cherches pas mes filles, tu me cherches moi, c'est n'importe quoi. Résultat, il va finir par retrouver l'homme qu'il a suivi à la nuit de chandelle. Il va le retrouver chez lui, c'est un fanat de labyrinthe. Tous ses murs sont déguisés en labyrinthe. Et il a dans des caisses un peu militaires, je sais pas trop comment décrire ça. Il a des piles de vêtements ensanglantés d'enfants et des serpents. Merci Vivien. J'aimerais qu'on parle aussi de la psyché de Loki, parce que on apprend que c'est le mec qui a réussi toutes ses affaires depuis qu'il a commencé à être flic. Dévoué à son métier. Mais ouais, il engueule souvent son capitaine, mais pas des petites engueulades genre laisse-moi tranquille, plutôt des trucs va te faire foutre. Il le remet très, très souvent en cause, mais dans sa relation, j'allais dire sa relation client, mais non, sa relation avec les victimes, t'as l'impression que c'est un flic très détaché. Tu sais, il regarde son téléphone. J'ai t'as l'impression beaucoup de mal à identifier un peu l'archétype de personnage qu'il est censé représenter en fait, parce que par moment il est, comme tu dis, il est très investi dans ses enquêtes et il va prendre sur lui et mener énormément de choses en parallèle pour résoudre l'enquête sur laquelle il est. Et à côté de ça, comme tu viens de dire, il est très détaché par moment, il est très froid quand il s'agit d'aller voir les parents, par exemple, des gamines disparues. En fait, je trouve que c'est la fusion de deux personnages. Tu sais, normalement, dans les films policiers, t'as deux flics ensemble. Oui, Tu sais, tout à fait. t'en as toujours un qui est... Ouais, t'en as un qui est toujours plus, un peu plus empathique que l'autre. Machin. Et lui, vu qu'il est tout seul, c'est un mix de tout ça. C'est qu'il est à la fois très dévoué à son travail, mais tu sens que les victimes, enfin le père Keller, là, il lui casse littéralement les couilles parce qu'il s'investit trop et il remet toujours en question son travail. Tu sens qu'il a de l'empathie pour, par exemple, la mère, tout ça, mais que le père a tendance à vite le saouler. En fait, ton duo de Ce flics, qui est tu logique. l'as, hein. Le duo de flics, tu l'as. Le good cop, bad cop, en fait, tu l'as. Sauf que là, ce ne sont pas deux flics. Tu as vraiment Keller d'un côté et Loki de l'autre. C'est deux bad cops quand même. Hein. Ah oui, un peu. Donc Loki, le fait qu'il rentre partout me fait un peu rire. Il est chez lui partout dans cette ville. Il rentre partout, il casse des nez partout quand même. Hein, parce que bon, il éclate la tête, je crois, non, il plaque contre le mur Paul Dano, donc Alec Jones, le personnage conducteur de camping-car, contre le truc, alors qu'il est filmé. Il éclate la tête de son suspect. Tu sens que le mec, voilà, il s'arrête. Oui. Détective Loki, c'est ce que tu as dit, voilà, c'est deux personnages en même temps, mais en fait, c'est deux psychés différentes. Il a vraiment un côté calme, droit, réfléchi, discret. C'est ce côté-là qui va lui permettre un peu plus de
de surveiller Keller, de parler. Parce que plus tard, il va parler plus gentiment en comprenant un peu la psyché de Paul Dano, tout ça. Ça va lui permettre de lui parler avec amicalité, avec amitié. C'est mieux. Et tout ça. Et d'un côté, le côté bad cop, il l'a en lui aussi. C'est ce qui va lui permettre d'éclater des gueules à foison. C'est ce qui va lui faire qu'il s'énerve. C'est aussi ce qui va le faire que, moi j'ai pas d'empathie à avoir pour une famille, parce que si j'ai de l'empathie, ça va rendre mon boulot plus difficile. Voilà. Et tout ce qu'il veut, lui, c'est résoudre son enquête. À d'autres moments, ce qu'il veut, lui, c'est sauver des filles. Et c'est tout ce qui va changer au cours du film. C'est ce qui va faire aussi monter sa violence, au point que le personnage de Bob Taylor, c'est ce qui va faire qu'à un moment il va péter un câble, parce que son côté gentil, il faut que je sauve ses filles, va prendre le dessus. Et c'est à ce moment-là qu'il va éclater Bob Taylor contre la table, et que il va penser que tout est fini, parce que vous savez ce qui se passe ensuite, quoi. Oui, Bob Taylor pique le flingue d'un flic et se tire une balle, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'il est censé être en garde à vue. Alors, en parallèle de ces deux enlèvements de Anna et Joy, on dirait vraiment les noms de deux porn stars. Oui. Ça me un seul, Anna Joy, dans First Anna Anal. Joy. Et voilà. Donc, en parallèle de ça, comme tu l'as dit, Vivien, il y a un prêtre alcoolique, il va chez lui, il trouve un cadavre d'un mec qui a supposément, d'après ce qu'il en a dit, enlevé 16 gamins. En attendant, Loki va voir une autre femme qui dit que son gamin Barry, je crois, il a été enlevé il y a 26 ans, et que depuis, pour elle, le temps s'est arrêté. Il va faire les trucs, il va arriver chez Taylor. Lui, pareil, il va l'arrêter, et on revient sur le mec, donc c'est lui qui a sa baraque avec des labyrinthes. Des labyrinthes. Sur les murs. Ouais, donc il y a aussi les caisses avec serpents et des fringues ensanglantées, du sang de cochon. Ce qui va créer une grosse détresse chez les familles, parce qu'ils vont montrer les fringues et ils vont penser qu'elles sont mortes, parce que Taylor a été dans les deux baraques voler des fringues. Ça aussi, là, tu te poses énormément de questions sur ce personnage, parce que tu te dis, putain, mais pourquoi il fait ça ? Et on va apprendre que c'est un gamin qui a été traumatisé parce qu'il a été enlevé par les mêmes personnes qui ont enlevé ces deux gamins, ces deux gamines. C'est ça, et là, le film commence à prendre un tournant hyper intéressant. Ouais, et moi, ce que je trouve bien, c'est que, pareil, ils vont te parler d'un bouquin, je sais plus comment il s'appelle, qui a été écrit par un ex-membre du FBI, sur les labyrinthes. Et tu sais pas trop, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Mais tu te demandes si c'est pas parce que c'est une enquête irrésolue dans le bouquin. Tu sais pas si c'est un mec qui a bossé sur une enquête, plus ou moins la même qu'eux, ou si c'est sorti de sa psyché. Mais moi, je pense qu'il y a un lien, parce que tout dans ce film a un lien avec le film. Il y a aucun moment de débordement sur quelque chose qui s'est passé autre part qui n'a rien à voir. Avec tous les personnages impliqués qu'on nous montre, les personnages, les rôles parlants, etc., il y a forcément, ils sont là pour quelque chose, et ils sont liés à l'enquête et à la disparition des gamines. Vraiment à l'histoire du film. Il n'y a aucun écart. Ça. Et Taylor, moi je me suis dit qu'il avait enterré donc deux mannequins, et c'est à se demander si lui-même il les cherchait pas. Peut-être, c'est une question qui restera. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que lui a été enlevé, a été ultra traumatisé, et c'est à se demander si, je sais pas, peut-être que j'extrapole, si à travers tout ce qu'il fait, il cherche pas à les aider ou à s'aider lui-même, surtout à sortir de peut-être ce traumatisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Alex Jones et Bob Taylor, c'est des personnages qui sont extrêmement similaires. Ils ont vécu tous les deux le même enlèvement par les mêmes personnes, et ils sont tous les deux traumatisés de la même façon, avec ils ne savent plus ce qui s'est passé, mais ils sont traumatisés, et ils ont tous les deux un handicap mental aussi très similaire. Les deux personnages sont pareils, c'est juste que Alex Jones, lui, il est enfermé dans une douche en train de se faire brûler la peau, et Bob Taylor, lui, il est en liberté, donc c'est sur lui que va se tourner l'enquête, en fait. Oui, et puis t'en as un que ça fait 26 ans qu'il a été enlevé et tu sais qu'il vit encore avec. Oui, c'est ça le truc, c'est que Alex Jones, on va l'apprendre après,
il est resté avec ses tortionnaires. C'est le petit Barry, ouais, c'est ça. C'est un enfant porté disparu il y a 25 ans, un truc comme ça. 26, ouais. Et on va comprendre qu'il est resté en fait vivre chez ses tortionnaires sans avoir conscience que c'était un de ses tortionnaires finalement. C'est ça. Parce qu'il faut comprendre que les gosses sont drogués, mais drogués avec un truc qui a l'air assez énervé, hein, du coup. Ouais, bah, c'est dilué dans du coca, enfin une sorte de... Un soda, ouais. Un leur soda, fait un soda, ouais. brun. Et il va y avoir en fait, le film est très lent dans sa mécanique, le temps de bien te faire poser les choses et tout. Et toi, spectateur, tu fais vite le lien en fait, parce que quand ils ont retrouvé le cadavre chez le prêtre, il a un pendentif. Et ce pendentif, il est en quelle forme? Enfin, il est en forme ronde. Et il y a quoi dessiné à l'intérieur? C'est une forme de labyrinthe en fait. Voilà. Et toi, spectateur, tu fais le lien direct parce que. Bah, dès que tu vois en fait des labyrinthes, tu dis il y a un lien. Tu sais pas quel lien, mais tu sais qu'il y a un lien. Là, la première fois que je crois que c'est l'inspecteur Loki va voir la tante d'Alex Jones, donc l'handicapé qui est torturé par Hugh Jackman. Et il regarde des photos, parce qu'elle est veuve. Il regarde un peu, il y a une photo qui est exposée dans le salon ou dans la chambre, je crois, de cette personne. C'est une photo Il y a de son le ancien camping-car. mari. Il y a le camping-car et son ancien mari qui est au premier plan, et son mari a un pendentif en forme de labyrinthe. Donc toi, spectateur, tu remets les choses tout de suite en perspective en te disant mais attends, le cadavre trouvé chez le prêtre, il avait ce médaillon-là. Là, la photo, le mec, il porte un médaillon. Il y a que Loki qui fait pas le lien en fait. Si, parce qu'au moment où on voit la photo, c'est le moment où Loki fait le lien. Parce que la photo, on l'avait jamais vue de près avant. Non, Loki fait le lien quand il est dans son bureau, qui fout le bordel, et que au sol, il voit le pendentif sur le cadavre. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Avant ça, il fait pas le lien. L'enquête piétine, ça se passe vraiment pas bien. Il va péter une pile et éclater son bureau, péter son clavier et renverser des objets. Et évidemment, il faut que le scénario avance à un moment donné. Et il va remettre en perspective différents indices qu'il va voir au sol. Et ça va lui donner une idée. C'est ça. Après ça, donc Hugh Jackman, lui, va voir la mère Jones, la tante Jones, pour discuter et en apprendre un peu plus. Ils vont discuter. Elle va parler de son mari, elle va dire qu'il aimait les serpents et tout ça. Et à ce moment-là, tu sens une tension monter, mais le téléphone sonne. Parce que Joy a été retrouvée. Tout le monde à l'hôpital, parce que lui veut savoir si elle a des nouvelles de sa fille, tout ça. Et là, il va y avoir un truc très important qui va se passer. C'est que quand Hugh Jackman va entrer dans la chambre de cette petite qui est encore sous sédatif, elle va lui dire, elle va avoir un flashback très cuté, très saccadé, flou, ouais. où on va avoir, je sais plus, il y a une histoire de labyrinthe. C'est si tu arrives à sortir du labyrinthe, tu seras libre. Donc tu te dis, ok, le labyrinthe, donc, toi en ta tête, tout commence à faire le lien. Et elle te dit, il y a juste un truc que j'ai pas compris, c'est à la fin, tu sais, quand elle s'enfuit avec la petite Anna, elles sont rattrapées. Donc cette petite Joy a des flashbacks, et ces flashbacks, donc, elle s'enfuit, et Anna est rattrapée par une personne, on ne sait pas si c'est un homme, une femme, parce que la capuche est pas retroussée, donc elle se fait attraper, l'autre elle s'enfuit, elle se fait attraper par une dame au bord de la route. Et là, elle va dire, je crois que ses premiers mots, c'est « Vous y étiez, vous aussi, en regardant quelle heure ?» Donc là, interrogation ultime de tous ceux qui sont dans la salle, c'est en mode « Quelle heure coupable ?» Ou « Quelle heure c'est où sont les gamins ?» Quelle heure est-il ? 19h22. Et là, Keller percute. Lui, il a compris qu'elles étaient chez Jones, la tante d'Alex. Il va s'enfuir, le flic va le voir... partir en courant, il va se dire il y a un truc qui va pas, il va tenter de le rattraper, ils vont se retrouver à deux endroits différents, le flic va aller récupérer Paul Dano, enfermé dans la maison, enfermé dans la douche, de Keller. Voilà, et Hugh Jackman va aller voir la tante, et cette fois-ci il y va pour en découdre, sauf que lui il y va en mode avec ses outils, oui, je vais venir vous aider parce que bon, j'ai pas été gentil avec votre neveu et tout. Elle a dit ok, machin, mais je suis un peu fatigué, rentrez. Elle va le mettre en joue. Et là, elle va nous expliquer en fait toutes les questions plus ou moins qu'on s'est posées durant le film. Elle va t'expliquer que elle et son mari étaient un couple de kidnappeurs, tueurs. Et que... Ils tuaient pour défier Dieu.
Voilà, c'est vraiment, c'était pour que les gens qui croient en Dieu ressortent le côté maléfique qu'ils avaient en eux une fois que leurs enfants avaient disparu, ce qu'elle a réussi avec Hugh Jackman. Parce que rappelons-le, il a donc enlevé et séquestré et torturé un personnage légèrement handicapé. Ouais, mais bon, qu'ils soient handicapés ou pas, en fait, tout ce qu'il a fait, c'était déjà répréhensible. Hein. Oui, non, bien sûr, mais c'est pour ajouter à la drama. Parce que si les gens sont pas handicapés, on peut quand même pas les... Écoute, jusqu'à présent, personne n'est venu creuser dans mon jardin, donc c'est que ça se passe bien. Ah merde, oui. Non, c'est pas bien, faut pas faire ça. Voilà. Oui, puis c'est bon, ça nous a donné des cloques aux mains, Olivier. On va pas commencer à déconner. Ouais, mais je vais chercher la belle satis. Et là, bang bang, elle lui demande de boire de sa drogue. Et elle lui tire une balle dans la jambe. Et elle le met dans un trou qui était sous une voiture qu'on sentait abandonnée, qui était à son mari. Alors dans attends, un trou juste un truc. Hugh Jackman, il est drogué. Elle lui demande de déplacer la voiture pour lui, pour elle, parce qu'elle le maintient en joue pour que la voiture, l'épave de la bagnole recule. Il laisse apparaître une trappe où en dessous c'est une géole, hein, c'est vraiment un trou qui a été creusé où ils enfermaient les gamins. Et Hugh Jackman lui dit, moi, vivant, il faudra me tirer dessus, blablabla, parce que je ne descendrai jamais dans ce trou. Bon bah d'accord, pan. Bon voilà, maintenant tu saignes de la jambe. Et après, et là j'aime bien parce que là il y va docilement. Ok, c'est bon, t'as tiré. T'as tiré quand même, d'accord. T'as tiré, ouais. Non mais après j'ai dit si tu tires, j'y vais. T'as tiré, j'y vais. Ok, moi je suis un homme de parole. C'est ce qu'on disait, à partir de 47 minutes, on pète les plombs. Et elle lui dit, je te lancerai le cadavre de ta gamine une fois que tu seras en dessous. Sympa. Pourquoi tu bonne ris ambiance. Pourquoi tu ris? Pourquoi vous riez sur cette phrase? Parce qu'ils vont être réunis. Bah ouais, je trouve ça très folklore, moi c'est sympa là. Un père et sa fille là. Sauf que elle a le temps d'emmener la voiture de Keller, de la cacher, de revenir, d'être chez elle tranquille, et là, elle veut tuer la gamine. En lui injectant en lui injectant un poison, une connerie qui va l'achever. Voilà. Mais l'inspecteur Loki, et là il arrive, il voit la dame en train de... Enfin, il voit de dos la dame qui fait un truc à la gamine, il lui dit de se relever, il lui met 2 balles. Il a l'air de s'en prendre une, enfin qui érafle sa tête. Il prend une qui érafle l'arcade, la tête, au niveau... Et il a failli mourir, quoi. Mais il est pas mort, parce que c'est l'inspecteur Loki. Inspecteur Loki. J'ai pas de rime. Tu vas nulle part. Je vais nulle part avec ça. Un arsenal... C'était pas vraiment un arsenal, hein. T'as tout donné dans les 10 premières minutes, et puis après, il n'y avait plus rien. Et là, course-poursuite assez lente. Non, course. Si, course-poursuite contre la mort. C'est ça. Il met la gamine sur la plage arrière de la voiture, il la met en PLS, ce qui est fort sympathique parce qu'elle se met à vomir. Elle a des bulles dans la bouche. Ouais. Et lui, il commence à voir flou. Et cette petite ville, tout du long, on nous présente une ville grise, terne, où il pleut, il neige, c'est chiant. Qui a envie d'habiter ici? C'est chiant, c'est moche. Il y a une ville qui fait à peu près 4 habitants et qui est petite, enfin étalée parce que c'est une ville américaine. Mais voilà. Et là, quand il prend le volant pour l'emmener, cette gamine, aux urgences, c'est New York, d'un seul coup. Il y a une circulation de malades. C'est logique. Pourquoi? C'est pas dans une petite bourgade où il va y avoir un hôpital. Il faut qu'il aille dans une vraie ville pour un hôpital. Mais oui, c'est vrai que là où il y a 3 voitures tout le long du film, là, t'en as à peu près beaucoup plus. L'étalonnage devient orange parce qu'en plus, lui, commence à voir flou parce que quand même, il s'est pris une balle qui lui a rasé un peu qui lui a effleuré le crâne. C'est qui flou? On nous l'a pas présenté. Et il a le gyrophare le moins utile de la planète. Alors, non. Parce qu'il le fait qu'à l'intérieur. Donc, aucune voiture ne... Faut savoir que c'est pas pour ça. Le gyrophare qu'ils utilisent dans le film, c'est en réalité une erreur. Les gyrophares de la police dans ce film ne sont pas censés être ceux-là. Ce gyrophare-là, c'est pour les sociétés privées. C'est un gyrophare qui ne permet pas, justement, on va dire à la population de s'écarter. Si tu vois gyrophare, tu n'as pas à t'écarter dans certains des États des États-Unis. En tout cas, dans l'état où ce film se passe. Quel état déjà Pennsylvanie, comme je viens de le dire. Mais non, c'est pas ça, c'est le Macha. Hein? C'est le manche ta chaussette. Voilà. Donc, ce gyrophare, alors je sais pas si c'est une erreur du film, en soi oui, c'en est une, mais en même temps, ça rend cette scène où personne s'écarte réaliste. Et du coup, je sais pas trop quoi en penser. Oui, bah bien sûr, c'est du Denis Villeneuve, mais
Ce que je veux dire, c'est que ce gyrophare n'oblige personne à s'écarter de la route. Donc personne ne s'écarte de la route. Donc c'est un gyrophare vraiment très utile pour la police. Ouais, c'est ça. Mais en fait du coup je sais pas, et je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est une erreur du film, ou alors c'est tout simplement quelque chose de volontaire pour rajouter cette scène et pour dramatiser la scène? Je pense que Moi c'est je pense quelque que chose de c'est volontaire. pour apporter un coup de tension, parce que quand tu regardes à l'intérieur de la voiture, la gamine tu la vois que sous l'alternance de cette lumière bleue. Oui, Donc c'est ça apporte, ça apporte une petite tension qui est, je trouve, pas folle, parce que tu montres juste que la police n'est pas respectée. De toute façon, la pas police respectée dans ce film, elle est respectée à aucun moment. Je veux dire, quand la mère et quand le Keller et le mari, je crois, et son voisin arrivent, parce qu'ils viennent de retrouver, enfin, Joy vient d'être retrouvé, ils arrivent à l'hôpital, il y a deux flics qui lui disent, qui barrent un peu le passage, l'accès à la chambre, ils les bousculent, ils rentrent, mais normal. Et tout le temps, les flics sont souvent un peu bolos quand même dans ce film-là. T'as un des flics qui dit c'est bon, laissez-les passer. Après qu'ils soient passés. Oui, mais bon, c'est pour pas créer les problèmes. Ils ont déjà Bien des sûr. problèmes, parce que voilà. Mais voilà, donc il arrive à sauver la gamine, il arrive à se sauver lui-même. Il retourne sur les lieux du crime. Parce que voilà, il y a une une petite ellipse où on comprend qu'Anna s'en est sortie, elle est vivante. Joy est vivante aussi. Je pense que physiquement tout va bien, mais que psychologiquement elles sont détruites à vie plus quelques jours même. Et par contre, par l'intermédiaire d'un journal, parce qu'il lit le journal en même temps, l'inspecteur Loki, on comprend que Keller est toujours porté disparu depuis la fin des événements où la gamine a été retrouvée. Et que Barry a retrouvé sa famille. 26 ans plus tard, c'est ça. Bah, c'est bien, parce qu'il aura le même QI que quand il l'a quitté. Ouais, donc ça ira. Et puis avec une gueule de déglingué un peu quand même. Ah ouais. Et il entend un espèce de bruit de sifflet, parce qu'on n'a pas du tout parlé de ce sifflet. Et je me rends compte que c'était peut-être le truc le plus important qu'il fallait parler pendant ce film. Non, mais en fait, c'était à la base, les gamines sont sorties de chez elles pour aller retrouver un sifflet rouge de survie que le papa leur avait offert à sa gamine. Elle est partie, elles ont été enlevées, mais elle l'avait retrouvée. Quand lui, il se fait enfermer dans l'espèce de prison sous-sol, grotte, caverne, trou, il retrouve le sifflet de sa gamine et il siffle. Et là, on voit Loki qui tourne la tête, fin du film. Donc, petite fin ouverte. Très petite ouverture, mais quand même assez intéressante, je trouve. Ah, la fin est très intéressante. Ouais. Nous allons arriver aux conclusions. Exactement. Conclusion. Vivien, ta conclusion, s'il te plaît. Alors, ça fait la deuxième fois en l'espace de 2-3 épisodes qu'on parle d'un film très similaire à un autre, en termes de réflexion, notamment sur le personnage joué par Hugh Jackman. Souvenez-vous, on a parlé très récemment d'Hard Candy, un film qui nous faisait avoir de l'empathie pour un personnage pédophile. Et bah dans Prisoners, on a de l'empathie pour un enleveur d'enfants et un gars qui torture impunément cet enleveur d'enfants. Qui n'en est pas vraiment un. Ah, moi j'ai pas eu d'empathie pour l'enleveur d'enfants. Zéro empathie, moi aussi. Hein. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Continue ta conclusion. Vous avez pas d'empathie pour Alex Jones? Ah non, moi je me suis dit, bâtard, avec tout ce que tu savais, t'aurais pu le dire plus tôt. D'accord, bon bah alors c'est que ma façon de voir le truc. Étant donné que voilà, en fait je pense que voilà, pour avoir cette vision-là, faut traîner souvent avec des handicapés. Moi j'ai la chance de parler à 2 handicapés toutes les semaines, une fois par semaine, donc c'est assez cool. Ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus ouverte. Mais sinon, non mais moi j'ai ressenti ça pour cet homme, c'est très étrange. Et voilà, j'ai beaucoup d'empathie pour Alex. Et en revanche, le personnage qui a perdu ses filles et qui ferait tout pour les retrouver, bah lui, zéro empathie et il passe pour le méchant du film en fait. Presque pas en premier plan parce qu'il y a un vrai méchant dans un film comme ça, mais voilà, il passe quand même pour un grand méchant du film. Et donc encore une fois, j'ai l'esprit qui est renversé par ce film et qui me fait ressortir des choses. Attendez, excusez-moi, faut que je me mouche. Putain de merde, j'en peux plus, j'ai envie de tuer quelqu'un. Et donc, encore une fois, j'ai l'impression de ressentir les mauvais sentiments pour les mauvais personnages. C'est très étrange.
À part ça, le film est très bien, il est très joli, et il n'y a pas grand-chose à dire de mal dessus. Tout est réfléchi dans ce film, tout est pensé, tout est bien écrit, tout est bien filmé. Et ça peut paraître répétitif un peu par moment, mais tu vas toujours avoir des petits moments un peu plus originaux en termes de réalisation, et c'est toujours très agréable, parce que c'est pas trop, mais c'est juste assez pour un thriller comme ça, un peu à la Seven et tous ces films un peu durs d'enquête policière. Voilà, moi j'aime beaucoup aimer ce film et je le conseille grandement. Merci Vivien pour ta conclusion. Moi, juste pour revenir pour ce côté empathie, j'ai de l'empathie pour Alec Jones, pour ce qu'il a traversé, tu sais, son enlèvement, tout ça. Mais toute la phase où... Bah si, après il se fait torturer assez dur quand même. Mais tu te dis c'est dommage parce qu'il lâche les mots, et même si c'est totalement compréhensible parce qu'il y a l'emprise de sa fausse tante et tout, mais il est vrai que à aucun, enfin peut-être tout au début, et encore parce que tu le sens que le Keller, voilà, c'est une dynamite, et qu'au moindre truc ça peut monter très vite. Bah, j'ai pas eu d'empathie pour lui, j'ai eu de l'empathie pour la mère, le frère, les sœurs, enfin la sœur de l'autre côté, les Birch, j'ai eu de l'empathie même pour Franklin qui hésite tout du long à traverser la ligne, qui la traverse, mais qui a énormément de remords. Et voilà. Et pour lui, j'ai eu, pour ces personnages, j'ai eu énormément d'empathie, pour les gamines aussi. Mais c'est vrai que Keller, parce que dès le début, tu sais qu'il va faire des trucs répréhensibles. Alors, on peut dire, comme tu l'as dit Olivier, que c'est pour une bonne raison, retrouver les gamines. Mais ça vrille trop. Mais puis c'est pas légal, de fait, je comprends pourquoi il peut péter une pile comme ça, mais enfin, entre le vouloir et le faire, il y a un monde. Quoi. Oui, c'est ça. Mais très intéressant ton approche, Vivien. Olivier, ta conclusion, s'il te plaît ? Yes. Alors pour moi, ce film était une découverte. C'est la première fois que je le voyais du coup, et j'ai été très agréablement surpris. J'avais un peu peur parce que c'est le genre de film. Je ne connaissais rien du film. J'ai pas lu de résumé avant. Là, je me suis plongé dedans quand j'ai lancé le Blu-ray. Donc, le film est magnifique en termes de vision, de réalisation plutôt. Le film est génial, tous les plans sont très très travaillés, l'étalonnage est somptueux, il est très contemplatif par moments, la caméra va pas hésiter à s'arrêter sur un arbre et filmer un arbre pendant quelques secondes. Ça ne servira pas le propos du film, c'est juste on va filmer un arbre parce que c'est bien, c'était un bel arbre j'imagine. Et au-delà de ça, l'histoire est très convenue pour le spectateur. Le spectateur va comprendre très vite les enjeux et très vite faire des liens au fur et à mesure que l'enquête avance, alors que les personnages du film vont faire les connexions que bien plus tard. Et c'est un parti pris intéressant. Donc vraiment une pépite ce film. Donc merci Kevin pour cette découverte, parce que je pense pas que c'est un film sur lequel je me serais penché si tu l'avais pas proposé. Donc une très très belle découverte, à voir absolument. Ayez le cœur un chouille accroché, parce que comme on a dit, il y a quand même si la torture elle est suggérée, on voit quand même des résultats post-torture de visage qui sont... il se fait déglinguer, le Alex Jones. Donc, mais les phases avec l'eau chaude, c'est chaud. Ouais, on la voit pas, mais on l'entend. Et je pense que c'est encore pire. Parce qu'on entend vraiment le gamin hurler de loin. Ouais. Et le fait de voir que son visage à travers une toute petite fente, ça te montre aussi c'est ça, le supplice. Ouais, donc allez-y, c'est un sans faute en termes de réal. Le scénario, une pépite, il tient la route du début à la fin. Donc un grand plaisir à visionner ce film. Doudou, ta conclusion ? Mais je l'avais vu au cinéma à sa sortie, et donc là je l'ai revu pour la seconde fois, et pareil, même si je savais qui avait fait quoi, je me suis laissé transporter. Il est vrai que 2h30 de film, ça peut paraître long, et ça peut en rebuter chacun, mais elle passe plutôt pas mal. Il y a quelques longueurs, mais c'est fait intentionnellement, et c'est important pour le déroulé du film. Donc comme vous avez dit tous les deux, de belles images. Je peux vous faire ressentir des choses qui vous mettront peut-être un peu mal à l'aise, mais sans pour autant casser votre moralité.
Oui, pour moi, c'est un masterclass. C'est vraiment un très beau film. C'est un très bon film. C'est du top. C'est un top thriller. Donc, je le conseille à tout le monde. Et surtout, non, putain, la fin de ma conclusion est claquée. En vrai. Ce film, il déchire. Voyez-le. Faites-vous plaisir. Regardez-le en famille. Et voilà. Mais en famille, mais pas avec les petits. Vous connaissez, hein, toujours l'histoire. Hein. Et voilà, donc c'était notre avis sur Prisoner de Denis Villeneuve. Sacré Denis. Sacré Denis. Et c'était tout. Et alors, la semaine prochaine, je laisse ma place à Vivien, comme vous le savez maintenant, tous les 2 épisodes. Et quel film j'ai choisi pour Vivien? Ça sera Stargate de Emmerich. Et voilà. Ok, bah va pour Stargate, c'est cool. Moi je suis content aussi, je suis très content. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'espère qu'il a bien vieilli. Je pense pas. Mais ça va être chouette parce que bon, en tout cas, à minima, il est de quelle année Stargate? 80, 91, 14, non? 95, je sais plus. 94. 94. On vient de te le dire tous les deux en plus. L'année de la mort de Kurt Cobain. Rien que pour ça, je suis triste, mais c'est pas grave. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, abonnez-vous, partagez, likez. Et à la semaine prochaine pour Stargate. Oh yeah. Ciao. Salut, ciao. Constantine.